Bonjour à tous, merci d'être présents, on est ravis de vous accueillir. Docteur De Galon, je vous passe la parole et puis à vous. Très bien, merci beaucoup Sabine, merci à l'Association de la Voix des Migraineux de permettre ce temps d'échange aujourd'hui. Moi, je suis neurologue au CHU de Nantes et je m'occupe de la consultation migraine et céphalée depuis une dizaine d'années maintenant. Et puis, je suis également membre de la Société française d'études des migraines et céphalées. Donc, c'est à ce titre que je viens vous parler aujourd'hui. Donc, effectivement, on va commencer par une partie où je parle toute seule. Mais vous aurez l'occasion de poser toutes les questions que vous voulez à la fin. Et donc, on va parler de la migraine chez la femme. Donc, je vous ai mis les laboratoires pharmaceutiques avec lesquels je travaille, notamment pour des projets de recherche sur la migraine, mais je n'ai aucun lien d'intérêt en rapport avec ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc, la migraine, vous le savez, est une pathologie fréquente et à prépondérance féminine. C'est un peu l'objet de la présentation aujourd'hui. Donc, il y a globalement plus de femmes que d'hommes, mais ça varie un petit peu en fonction des âges. En fait, quand on prend l'enfance, il y a autant de petits garçons que de petites filles qui sont migraineux. Et puis, dès l'âge de la puberté, on commence à voir une surreprésentation des femmes. Et sur toute la vie, on estime qu'il y a 2,3, alors ça varie un petit peu en fonction des études, mais 2,3 femmes pour un homme, femmes migraineuses pour un homme migraineux. Et c'est dans cette étude, ça va jusqu'à 3 fois plus de femmes dans la tranche d'âge 18 à 29 ans. Globalement, entre 20 et 40 ans, c'est là où la prépondérance féminine est la plus importante. Et ça, c'est vrai, quelle que soit l'origine ethnique des patients dans les différents continents. On retrouve cette surreprésentation de la femme. Et c'est vrai, quel que soit le type de migraine, sans et avec repos. Donc là, une autre manière de redire la même chose, mais sur une autre étude qui montrait à chaque âge de la vie, vous avez les tranches d'âge là par 10 ans, la proportion d'hommes et de femmes migraineux. Donc on voit ce que je vous disais, là, il y a autant d'enfants de sexe masculin et de sexe féminin qui sont migraineux. Et puis petit à petit, il y a de plus en plus de femmes. C'est maximum au milieu de la vie. Et quand on arrive à l'âge de la ménopause, finalement, la surreprésentation des femmes diminue un petit peu, même s'il reste même après la ménopause davantage de femmes migraineuses que d'autres. Donc c'est plus fréquent, la migraine est plus fréquente chez la femme, mais elle est aussi statistiquement plus sévère. Parce qu'il y a un nombre de crises qui est plus important, des crises qui sont plus longues en durée et plus fortes en intensité. Et donc, quand on est une femme, on a plus de risques de passer d'une forme de migraine épisodique à une forme chronique. Et de ce fait, les femmes migraineuses, globalement, consomment plus de soins en termes de consultation médicales, neurologiques, d'hospitalisation que les hommes, et elles sont naturellement plus handicapées du fait de leur migraine. Elles ont également la douleur, mais tous les autres signes que vous connaissez bien de la migraine sont plus fréquents chez les femmes, donc il y a plus de gêne au bruit, plus de gêne à la lumière. Cette gravité plus importante de la migraine chez la femme est en grande partie liée, on va y revenir, mais aux crises menstruelles, qui sont les crises au moment des règles, que beaucoup de femmes migraineuses connaissent, et c'est elles qui font la sévérité de la migraine chez la femme. Il y a également plus de comorbidités, donc plus de pathologies associées quand on est une femme migraineuse, donc que ce soit des pathologies anxio-dépressives. Il semblerait qu'il y ait une association plus importante chez la femme que chez l'homme. Et donc, il y a davantage aussi de liens entre la migraine avec aura de la femme et les accidents vasculaires cérébraux, les AVC, on en dira également un mot tout à l'heure. Et le lien statistique avec l'obésité est davantage vérifié dans la population féminine également. Alors, pourquoi cette migraine est plus fréquente chez la femme et pourquoi elle est plus grave? Il y a différentes hypothèses, mais principalement, c'est le rôle des hormones sexuelles féminines qui est impliqué. Et donc là, c'est un schéma qui montre la proportion de migraineux en fonction des âges. Et donc, on voit qu'il y a plus de crises de migraine à l'âge
de la puberté, hein, ça commence à peu près là, c'est là où on voit la courbe monter, et puis que ça rediminue après la ménopause, et là on est en pleine période de la vie hormonale féminine, et c'est probablement ça qui fait qu'il y a plus de crises à ce moment-là. Et ça on le sait parce qu'en fonction des événements hormonaux de la vie féminine, beaucoup d'entre vous le savent très bien, la migraine peut se modifier. Donc, c'est grossièrement représenté ici, mais à la puberté, et ben là, on voit plein de femmes devenir migraineuses. Pendant les règles, il y a très souvent des crises et des crises sévères. La contraception, on en parlera, peut soit aggraver certaines migraines, soit les améliorer, soit parfois ne rien changer. La grossesse modifie également souvent l'évolution de la migraine, on le reverra. La ménopause a plutôt tendance à l'améliorer de façon générale, et le traitement hormonal de la ménopause peut jouer aussi. Donc, on voit bien en fonction de ces différentes périodes de la vie qu'il y a un lien très fort entre la survenue des crises de migraine et la variation des hormones sexuelles féminines. Donc, c'est un schéma un petit peu complexe. Là, l'idée n'est pas de le détailler, mais ça reprend les variations des hormones féminines en fonction du cycle hormonal. Et en fait, pour dire que le suspect principal de son implication dans la migraine, ce sont les œstrogènes, parmi les différentes hormones sexuelles féminines. Et ces œstrogènes, ce sont des hormones qui commencent à fluctuer de façon importante au moment de la puberté, qui chutent très brutalement au moment des règles à chaque cycle, et c'est probablement ça qui est responsable de la crise cataminiale, donc la crise au moment des règles. Et ces œstrogènes sont au contraire très élevés pendant la grossesse, mais à un taux stable. Et donc ça semble plutôt protecteur vis-à-vis de la migraine. Donc ce que le cerveau d'une migraineuse ne supporte pas bien, c'est les fluctuations des taux d'œstrogènes, et c'est ça qui explique la différence entre les hommes et les femmes. Donc, on va revoir un petit peu, si vous voulez bien, en fonction des périodes de la vie hormonale, les particularités de la migraine. Donc, d'abord, on va parler de migraine et règles, migraine et menstruation, et donc on va parler de la migraine menstruelle. On va donner sa définition, dire en quoi elle est différente et surtout comment on peut la traiter. Donc, une migraine menstruelle, c'est une migraine qui survient pendant les règles, mais ça répond à des critères bien précis. Donc, on parle de migraine menstruelle pure chez des femmes qui n'ont que des crises au moment des règles et à aucun autre moment du cycle. Et pour dire au moment des règles, on se base par rapport au premier jour des règles. Et si la crise survient dans les 2 jours avant ou les 3 jours après le début des règles, eh ben, on considère que c'est lié au cycle. Et pour parler de migraine menstruelle, il faut que ce soit au moins 2 cycles sur 3 où on voit une crise au moment des règles. Et donc, pour la définir, c'est très important de remplir un calendrier de crise où on note le premier jour des règles et on note quand est-ce qu'on a des crises de migraine. Et c'est comme ça qu'on arrive à voir s'il y a un lien entre les deux. Et puis, il y a des patientes qui ont des crises pendant les règles, mais aussi à d'autres moments du cycle, et c'est même la majorité. Donc, dans ce cas-là, on ne parle plus de migraine menstruelle pure, mais de migraine menstruelle tout court. Et encore une fois, c'est l'agenda qui permet de définir ça. Les particularités de la migraine menstruelle, on va en dire un mot. Donc, il y a 11% des femmes qui présentent la première crise de migraine au moment de la puberté. Et lorsque c'est le cas, ces femmes-là, elles auront plus de risques d'avoir des migraines au moment des règles, une fois que les cycles se seront bien installés. En fonction des études, les chiffres sont assez variables. On considère que 1 à 14% des migraineuses ont des migraines menstruelles pures. Globalement, c'est plutôt 2 ou 3% certainement. Donc, les femmes qui n'ont que des crises au moment des règles sont finalement assez minoritaires. En revanche, plus de la moitié des patientes, 5 ou 60%, la moitié des femmes, ont des crises de migraine pendant des règles, mais aussi à d'autres moments du cycle. Ces crises menstruelles, elles sont globalement beaucoup plus sévères. Vous le savez, vous en avez fait l'expérience. Elles durent plus longtemps, elles sont plus intenses et donc elles provoquent une gêne et un impact fonctionnel beaucoup plus important. En général, ce sont des crises de migraine sans aura et elles répondent moins bien au traitement de crise. Comment on les traite? D'abord, comme les autres crises. Donc, en première intention, tous les traitements de crise qui sont utilisés habituellement pour les crises de migraine, que ce soit l'aspirine à forte dose, que ce soit les anti-inflammatoires, que ce soit les triptans, ont été testés dans les migraines menstruelles et fonctionnent, même si ça fonctionne moins bien, c'est quand même ça qu'on utilise en première intention. Et puis parfois, ça ne suffit pas et on peut être amené à proposer d'autres choses. Donc, il y a une possibilité qui est ce qu'on appelle les traitements mini-prophylactiques, c'est-à-dire qu'on va donner
comme un traitement de fond. Vous savez que les traitements de fond, c'est les traitements qui se prennent tous les jours, qu'on est mal ou pas mal et qui ont pour but de diminuer la fréquence des crises. Donc là, ça va être le principe d'un traitement de fond, mais sur une courte durée pour entourer la période des règles et éviter cette crise forte. Ça, c'est possible, mais il faut avoir des cycles extrêmement réguliers puisque ces traitements mini-prophylactiques, ils doivent être commencés 2 ou 3 jours avant les règles et poursuivis pendant 5 jours. Donc ça, c'est valable uniquement quand on a des cycles très réguliers que l'on peut prévoir le premier jour de ces règles, ça c'est le premier point. Et ce n'est valable également que quand il n'y a pas d'autres crises à d'autres moments du cycle. Donc finalement, ce n'est pas les traitements qu'on va utiliser le plus souvent. Lorsqu'on utilise ces traitements mini-prophylactiques, c'est soit à base de triptan, soit à base d'anti-inflammatoires. Globalement, si c'est une femme qui utilise un triptan en traitement de crise, ben, on va plutôt lui mettre les anti-inflammatoires en traitement de fond pendant cette période-là. Et si elle prend plutôt des anti-inflammatoires, c'est plutôt les triptans qu'on donnera en traitement de fond. Et puis, on peut parfois donner des traitements hormonaux. On va en parler juste après. Les traitements hormonaux qui peuvent être utilisés, ce sont des œstrogènes qu'on va donner à travers la peau, en gel, qui vont s'appliquer sur la peau pour éviter la chute d'œstrogène au moment des règles dont on parlait tout à l'heure. Donc ça se donne pendant 7 jours et ça commence à 2 jours avant le premier jour des règles. Le problème de ça, c'est qu'encore une fois, il ne faut pas avoir de crise à d'autres moments du cycle et surtout, on fait les patchs d'œstrogène, ça marche, mais le risque est très important à la fin des 7 jours de voir malgré tout cette crise apparaître. Donc finalement, c'est pas toujours facile à manier et ça peut ne pas résoudre le problème, mais simplement le décaler. Ce qu'on utilise de façon plus fréquente, c'est la pilule en continu. Chez les femmes qui n'ont pas de contre-indication, et ça on en redira un mot tout à l'heure, et qui prennent une pilule qui contient à la fois des œstrogènes et des progestatifs, il y a 21 jours de prise pour la plupart des pilules et 7 jours d'arrêt. Et parfois, le fait de continuer, de ne pas faire d'interruption, ça ne pose pas de problème sur un plan gynécologique le plus souvent. On prend la pilule en continu, et donc il n'y a jamais cette chute des œstrogènes, et ça permet d'éviter chez un certain nombre de femmes cette crise menstruelle qui est sévère. Dès lors qu'on va proposer soit la pilule en continu, soit des traitements hormonaux, il est préférable que la discussion puisse être établie au préalable entre soit le médecin traitant, soit le gynécologue, en fonction du type et le neurologue traitant de la femme migraineuse pour se mettre d'accord sur le meilleur compromis. Et puis, lorsque ça ne suffit pas, soit que le traitement de crise n'est pas suffisant, que le mini-traitement de fond n'est pas suffisant non plus, ou alors qu'il y a des crises à d'autres moments du cycle, et même dans ce cas-là, on va proposer un traitement de fond. Et là, il n'y a pas de spécificité par rapport aux crises menstruelles, ça peut être n'importe quel traitement de fond, qu'il soit médicamenteux ou non pharmacologique. Je ne vais pas détailler ça aujourd'hui. En ce qui concerne la contraception, on en disait un mot tout à l'heure. Donc d'abord, est-ce que la contraception hormonale peut influer sur la migraine? C'est une question très fréquente des femmes migraineuses qui disent mais si je prends une contraception avec des hormones, est-ce que ça peut améliorer ma migraine? Est-ce que ça va l'aggraver ou est-ce que ça va rien changer? Et bien en fait, la réponse est les trois. En tout cas, c'est très variable en fonction des femmes. Donc quand on met une pilule œstroprogestative à une femme migraineuse, toutes les évolutions sont possibles. Et il est très difficile de prédire à l'avance chez qui ça va améliorer les choses, chez qui ça va plutôt les aggraver. En tout cas, ce qui est important avant de la prescrire, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de contre-indication. Donc déjà, dès lors qu'il y a une migraine avec aura, on n'a pas le droit de prendre une contraception qui contient des œstrogènes, parce qu'on y reviendra, ça augmente un petit peu le risque de faire des AVC. Donc la migraine avec aura a une contre-indication aux pilules œstroprogestatives, qui contiennent et des œstrogènes et des progestatifs. Par contre, si on a une migraine sans aura et qu'il n'y a aucun autre des facteurs de risque qui sont listés ici, on a le droit de prendre ce type de contraception. Donc, il faut avoir moins de 35 ans, ne pas être fumeuse, ne pas avoir dans sa famille quelqu'un qui a fait un AVC ou un infarctus cardiaque, ne pas avoir d'hypertension artérielle, de cholestérol, de diabète ou d'obésité. Donc, si c'est une migraine sans aura et qu'il n'y a aucun de ces facteurs, on peut prescrire des œstrogènes. Sinon, ce n'est pas possible. Et dans ce cas-là, il faut une pilule qui contient que des progestatifs, des microprogestatifs. Donc, les plus fréquentes, c'est Microval et Cerazette. Ça, c'est plutôt chez la plupart des femmes protecteurs vis-à-vis de la migraine. Mais encore une fois, c'est pas pareil chez toutes les femmes. Il y a une variabilité individuelle. Et ça n'augmente pas, en tout cas, le risque de faire des caillots et le risque de faire un AVC.
Donc, c'est plutôt cette contraception qu'on va privilégier chez une femme migraineuse qui a une migraine avec aura ou une migraine sans aura, mais d'autres facteurs de risque, et qui présente une migraine menstruelle résistante aux autres traitements qu'on a cités au préalable. Donc ça résume ce qu'on a dit. Migraine avec aura, on n'a pas le choix. C'est soit une contraception sans hormones, soit que des progestatifs. Migraine sans aura, il faut rechercher les facteurs de risque. S'il n'y en a aucun, on fait ce qu'on veut. S'il y en a au moins un, c'est comme chez la migraineuse sans aura, c'est que des progestatifs. Vous en entendez parfois parler, la migraine d'une part et la contraception d'autre part sont des facteurs de risque mineurs, mais des facteurs de risque quand même d'AVC. Et donc, parmi les migraines, il n'y a que la migraine avec aura qui augmente le risque de faire un AVC, qui augmente à peu près de 2 fois le risque de faire un AVC. Ce risque, il reste très faible parce que quand on est une femme jeune, on a globalement un risque statistique de faire un AVC qui est extrêmement faible, donc il est doublé avec la migraine avec aura, mais ça reste un risque relatif qui est quand même très faible. Par contre, si on vient rajouter d'autres facteurs de risque, et en particulier le tabagisme et la pilule oestrogestative, là on n'est plus à un risque x2, mais un risque x10, donc ça devient extrêmement important, d'où la nécessité de sevrer le tabagisme et de ne pas prescrire d'œstrogène chez une femme qui est migraineuse avec aura. Ça, c'est le message vraiment important. Est-ce que la contraception peut interférer avec le traitement antimigraineux? Sur le traitement de crise, non. Il n'y a pas d'interférence entre les pilules et les anti-inflammatoires, les triptans ou les autres traitements qu'ils peuvent utiliser en cas de crise. Sur les traitements de fond, le plus souvent, il n'y a pas d'interaction. Simplement une vigilance avec le topiramate qui, à très forte dose, peut diminuer un petit peu l'efficacité de la contraception hormonale, quelle que soit la voie des hormones qui sont administrées. Et donc, globalement, au-delà de 200 mg par jour, ce qui est rarement des doses utilisées dans la migraine, mais plus souvent dans l'épilepsie, mais on ne sait jamais, ça peut arriver. Il faut se méfier d'éventuellement utiliser un moyen de contraception mécanique complémentaire. Donc, après la contraception, on va parler maintenant de la grossesse, avec là aussi 3 questions. Si je suis migraineuse et que je débute une grossesse, est-ce que ça va modifier ma migraine? Est-ce que ma grossesse va être différente du fait que je suis migraineuse? Et est-ce que je pourrais me traiter pendant ma grossesse? Donc d'abord, est-ce que la grossesse influence la migraine? La réponse est oui. Pour l'immense majorité des femmes, la migraine va s'améliorer pendant la grossesse. Donc la plupart des femmes, les 2 tiers, font moins de crises ou parfois même plus du tout de crises pendant la grossesse. Et quand il persiste des crises, elles sont globalement moins longues et moins fortes. Bien sûr, c'est statistique. Il y a des femmes qui ne vont pas répondre à cette règle, mais chez la plupart des femmes, c'est le cas. Et ça, c'est surtout vrai dans la migraine sans aura. Et surtout, quand on a passé le premier trimestre de grossesse, c'est là qu'on voit en général l'amélioration survenir. Les aggravations restent possibles, même si c'est plus rare. Et c'est surtout chez les femmes qui présentent des migraines avec aura. Est-ce que la grossesse est différente chez une femme migraineuse? Globalement, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. La grossesse reste de bons pronostics chez une femme migraineuse, mais il y a un petit peu plus de risque de développer pendant la grossesse une hypertension artérielle. Donc, chez toute femme enceinte, il faut mesurer la tension tous les mois. C'est encore plus vrai chez la femme migraineuse pour dépister éventuellement des chiffres de tension qui sont plus à risque d'augmenter pendant cette période. Dans tous les cas, la grossesse chez une patiente migraineuse doit être de manière préférable anticipée et les traitements adaptés dès l'arrêt de la contraception. Donc, moi, je demande aux patientes qui ont un désir de grossesse de programmer un rendez-vous de consultation avant l'arrêt de la contraception pour qu'on se mette d'accord sur quels traitements peuvent être poursuivis, quels traitements peuvent être arrêtés et que ce soit plus confortable de le faire en amont. C'est plus confortable pour tout le monde que d'arrêter en urgence. Ceci dit, quand il persiste des crises pendant la migraine, il est possible de les traiter. Il y a certains messages parfois qui disent aux patients migraineuses, maintenant vous serrez les dents. Non, c'est possible de mettre en place des traitements. Il faut qu'ils soient mis en collaboration entre le neurologue et le gynécologue et surtout éviter toute automédication. Ça, c'est vrai tout le temps, mais particulièrement pendant la grossesse. D'abord, on va conseiller à la femme enceinte de respecter les règles d'hygiène de vie qui sont valables chez tout le monde, mais surtout chez la migraineuse, d'essayer de préserver son besoin de sommeil, de bien s'hydrater. Les besoins en eau sont augmentés pendant la grossesse, donc il faut augmenter ses apports. Il faut autant que possible maintenir une activité physique qui est adaptée au terme.
il est possible de maintenir un peu d'activité physique, y compris jusqu'à la fin de la grossesse. Donc, il faut s'y efforcer, sauf s'il y a des contre-indications obstétricales particulières. Et puis, chez certaines femmes où la grossesse peut être un moment particulièrement anxiogène, mettre en place des techniques de gestion de cette anxiété et de ce stress sera bien sûr bénéfique pour la migraine. Si, malgré ces règles d'hygiène de vie et non médicamenteuses, il y a des crises, on peut proposer un traitement de crise. Donc, ça va être le paracétamol en première intention. Mais si ça ne suffit pas, parfois, des triptans peuvent être prescrits à n'importe quel terme de la grossesse. En tout cas, il faut absolument éviter les anti-inflammatoires et l'aspirine. Et puis, s'il y a des crises fréquentes et qui ne répondent pas bien au traitement de crise, eh ben, il y a certains traitements de fond, en particulier les bêta-bloquants et l'amitriptyline, le Laroxyl, qui sont compatibles avec la grossesse et qui ne donnent pas d'anomalie, ni qui ne mettent pas en danger la grossesse ni le développement du fœtus. Et donc ça doit pouvoir être proposé si vraiment il y a une migraine qui est très, très invalidante pendant la période de la grossesse. Mais la plupart des traitements de fond doivent absolument être interrompus et avant même que la grossesse commence, dès l'arrêt de la contraception. On peut utiliser des traitements non médicamenteux, des techniques de relaxation, des techniques de neurostimulation transcutanée, hein, que ce soit des TENS ou des dispositifs de casque qui font de l'électrostimulation à travers la peau. C'est possible pendant la grossesse. Cette diapo pour dire quels sont les traitements formellement interdits pendant la grossesse. Donc, les anti-inflammatoires et l'aspirine, à partir globalement de 25 semaines d'aménorrhée, sont absolument contre-indiqués et plutôt déconseillés avant aussi parce qu'ils peuvent augmenter le risque de fausse couche. Et les traitements de fond, ce sont surtout les antiépileptiques. Hein, vous le savez, avec le topiramate qui maintenant fait l'objet de restrictions de prescription et pour lequel on doit signer un accord de soins. Le valproate de sodium, la dépakine, qui est parfois utilisée dans la migraine, sont des médicaments qui donnent des malformations fœtales très fréquentes et qui sont absolument interdits pendant la grossesse pour le traitement de la migraine. Les traitements antihypertenseurs non bêta-bloquants peuvent aussi donner des toxicités rénales chez le fœtus. Et donc, tous ces traitements doivent être en tout cas soigneusement réfléchis pendant la période de la grossesse. Et puis, si on avance en fil de la vie, je passe directement de la grossesse à la ménopause. Globalement, la notion qui est le plus souvent vraie, c'est que la migraine s'améliore après la ménopause. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est plus souvent. Et il peut y avoir avant cette amélioration, quand les cycles commencent à se dérégler et que la ménopause n'est pas tout à fait mise en place, une aggravation qui est assez fréquente dans cette période de périménopause. Globalement, après la ménopause, moins de risques de migraine sans aura, mais peut-être une tendance chez la patiente migraineuse à avoir un peu plus d'inconvénients de ménopause, et notamment les bouffées de chaleur. Et on a remarqué que quand la ménopause est naturelle, la migraine s'améliore plus fréquemment que quand elle est chirurgicale, quand on doit enlever les ovaires pour une modification. Le traitement hormonal de la ménopause est possible chez les patientes migraineuses. Donc, on va éviter les œstrogènes par la bouche, par voie orale, parce que là encore, c'est un facteur de risque d'AVC, comme pour la contraception. Mais à travers la peau, par voie transdermique, c'est autorisé. Et s'il y a des symptômes de ménopause qui sont trop gênants, y compris chez la migraineuse, on peut proposer ce traitement hormonal substitutif. Voilà. Donc, la migraine n'est pas une contre-indication à ce traitement hormonal de la ménopause, mais on préférera les œstrogènes par voie transdermique et pas par voie orale, et la progestérone naturelle par rapport aux autres progestations. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui et je vais répondre à vos questions. Ce qui est important, c'est de voir que la migraine a des spécificités chez la femme et il faut en tenir compte pour la prescription des traitements. Et puis que la migraine, vous savez, c'est une pathologie chronobiologique qui évolue de toute façon en fonction de la vie, mais c'est encore plus vrai chez la femme avec une évolution en fonction des périodes de vie hormonales et que ça nécessite des ajustements dans la prise en charge et parfois une collaboration entre le généraliste, le gynécologue éventuellement, qui suit pour la contraception, pour la grossesse ou pour des pathologies hormonales, et le neurologue qui prend en charge la migraine. Je vous remercie de votre attention et je réponds à vos questions. Il y en a une première qui a été posée tout à l'heure, c'est
Alors, la personne dit, vous avez parlé de 2 jours avant et 3 jours après le premier jour des règles. Est-ce que si c'est plutôt 4 à 5 jours avant systématiquement, on peut quand même parler de migraine cataméniale? Alors, normalement, dans les critères, non, hein, c'est assez strict dans la définition. Il faut se méfier, en fait, de parfois l'impression qu'on a tendance à dire, ah oui, mais les migraines sont liées aux hormones. Il y en a une il y a une crise au moment de l'ovulation, il y en a une avant les règles, il y en a une pendant, il y en a une après. Et finalement, est-ce que c'est vraiment lié aux hormones? Pas forcément. Donc, après, si sur l'agenda, vous voyez systématiquement que c'est 3 jours avant et pas 2, il y a une petite flexibilité, mais la définition, elle est quand même assez stricte. Il faut bien avoir en tête qu'il y a aussi plein de crises de migraine qui ne sont pas forcément liées aux variations hormonales et qui peuvent survenir à d'autres moments du cycle sans lien avec les hormones. Donc, l'agenda, il permet d'avoir le recul sur plusieurs mois successifs. Si vraiment ça apparaît toujours exactement au même moment et que c'est quand même 3 jours avant les règles, bon, pourquoi pas, mais j'allais dire avant, il n'y a pas encore la chute des oestrogènes et dans ce cas-là, probablement que c'est pas en lien avec les hormones elles-mêmes. Une personne pose la question, je n'ai pas de règles, donc mes migraines ne sont pas liées aux règles. En tout cas, à aucun moment, peut-être j'ai pas été claire là-dessus, mais je n'ai voulu dire que les migraines chez la femme étaient uniquement liées aux hormones. C'est-à-dire que il n'y a pas de migraine qui soit hormonale. Moi, j'aime pas trop utiliser ce terme. Après, c'est un facteur parmi d'autres et qui est fréquemment retrouvé chez la femme. Mais il y a des femmes migraineuses qui n'ont absolument pas de lien entre la survenue de leurs règles et la survenue de leur crise de migraine, qui ne voient pas de changement pendant la grossesse, qui ne voient pas de changement après la ménopause. Donc, la dépendance de la migraine aux hormones est très variable en fonction des patientes. Il est tout à fait possible de n'avoir pas de règles, de n'avoir pas de cycle et de faire des crises de migraine, et la preuve chez les hommes. Hein, donc, la migraine n'est pas une maladie purement hormonale, c'est pas une maladie hormonale d'ailleurs, c'est une maladie neurologique qui peut être influencée par les variations hormonales. C'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, on peut ne pas avoir de règles et avoir des crises de migraine, c'est évident. Il y a une question qui se rapproche, mais je la pose quand même. La personne pose la question de quand on n'a plus d'utérus, donc plus de règles, c'est encore compliqué à gérer et encore plus en préménopause. Est-ce qu'il y a encore des variations hormonales quand on n'a plus d'utérus? Si on n'a plus d'utérus seulement, oui, il y a encore des variations hormonales, c'est si on a encore ses ovaires, en fait. Donc, ça dépend de pourquoi l'utérus a été enlevé et si les ovaires ont été enlevés également. S'il n'y a plus d'ovaires, c'est une ménopause chirurgicale, donc il n'y a plus de variations hormonales, mais on l'a dit, c'est pas pour ça que les crises disparaissent chez tout le monde. S'il y a simplement plus d'utérus, c'est difficile d'identifier les règles, mais en fait, les cycles continuent de la même façon. Donc, ça ne change rien à la problématique migraineuse. D'accord. Un des médicaments les plus utilisés, le Zomigoro, contre les migraines, peut-il y avoir une habitude et donc le fait que ça ne fonctionne plus au bout d'un moment? Oui, c'est une question plutôt générale, mais globalement, il n'y a pas de phénomène de perte d'efficacité qui soit systématiquement noté avec les traitements de crise, que ce soit le zolmitriptan ou les autres. Après, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la migraine évolue en fonction de la vie et que certains traitements de crise qui fonctionnaient à un moment peuvent ne plus fonctionner à une autre période, mais c'est en tout cas pas un phénomène systématique comme ça peut l'être sur d'autres antalgiques de perte d'efficacité au bout d'un certain temps d'usage. Ça arrive, mais c'est pas du tout quelque chose de systématique, ni avec le zolmitriptan, ni avec les autres traitements de crise. Une personne souffre aussi d'endométriose, ce qui arrive, et elle pose des questions sur les risques avec les progestatifs, risque de méningiome. Donc, je pense que globalement, on peut parler de l'endométriose et de la migraine. Ce qui est compliqué, c'est de trouver un compromis entre, effectivement, vous parlez de l'endométriose, vous pouvez parler du syndrome des ovaires polykystiques, qui sont des maladies pour lesquelles une intervention hormonale va parfois être nécessaire, elle va faire partie du traitement de ces pathologies gynécologiques, mais qui, d'un autre côté, peut parfois déséquilibrer la migraine. Et donc, c'est pas toujours facile de trouver
le compromis entre les deux. Il arrive qu'il y ait un traitement hormonal qui soit efficace sur l'endométriose, mais qui aggrave la migraine. Donc, il n'y a pas de réponse qui soit parfaite et surtout qui soit reproductible d'une femme à une autre. Et il y a probablement des phases un peu de tâtonnement et d'échange entre les gynécos et les neurologues pour essayer de trouver un compromis qui soit satisfaisant pour tout le monde. Mais ce n'est pas toujours simple, effectivement, et ça vient interférer et les traitements ne vont pas toujours dans le même sens pour améliorer ces deux pathologies en même temps. Ça sort tout à fait de la migraine, mais effectivement, les fortes doses de progestatifs exposent à un risque accru de développement de méningiome. Ça, c'est une notion qui est bien connue. Il est maintenant recommandé de faire une IRM cérébrale chez une patiente qui a reçu des fortes doses de progestatifs pendant longtemps, mais ça n'a rien à voir avec la migraine. Est-ce que c'est assez facile la concertation entre gynécologue et neurologue? Est-ce que ça se développe? Je sais que… Est-ce que j'ai le droit à un joker, non? Non, mais vous avez raison, c'est le nœud du problème. C'est le nœud du problème. Après, j'ai envie de dire que c'est des affaires de personne à personne. Donc, quand on veut vraiment, on y arrive. On n'est pas obligé non plus de se retrouver autour d'une table et par le biais des courriers, en indiquant clairement, moi, à titre personnel, j'essaye de faire ça en disant tel traitement est plutôt conseillé, qu'en pensez-vous, que tel traitement est plutôt interdit. Et puis, quand vraiment la situation est complexe, qu'on puisse se passer des petits coups de fil. Donc, voilà, après, c'est une affaire de personne à personne. Ça peut très bien fonctionner. Il y a parfois des réticences d'un bord ou d'un autre. Ça, c'est malheureusement la réalité du terrain. Oui, bon, on peut espérer que ça évolue en sensibilisant peut-être les gynécologues. Bien sûr, vous avez tout à fait raison et je pense que ce type de réunion y participe. Et c'est aussi de sensibiliser les femmes au fait que les hormones peuvent jouer sur leur migraine et que il faut bien parler de leur migraine quand on leur prescrit une première contraception, que voilà, les collaborations existent et vont se développer. Il y a des gynécologues qui travaillent sur la migraine qui connaissent ça très bien. Donc, en effet, Je pense que présenter aussi vos comptes rendus aux gynécologues, présenter à tous les soignants les comptes rendus des uns et des autres, ça peut aussi favoriser une prise en charge globale. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, je pense que c'est bien que les migraineux disposent de leur compte rendu de consultation et de l'intégralité de leur dossier, et en effet, qu'ils puissent présenter les comptes rendus. Et le plus souvent, ça suffit aux gynécologues, avec les différents éléments, à essayer de proposer la contraception qui sera adaptée. Encore une fois, s'il y a des situations plus complexes, on peut échanger directement, mais ne serait-ce que d'avoir l'intégralité de son dossier et de le présenter aux différents intervenants, ça me paraît effectivement la base, pas si compliqué que ça, et ça permet d'améliorer quand même une prise en charge globale. Voilà, une personne parle des TENS. C'est vrai que vous ne l'avez pas évoqué. Est-ce que ça pourrait être une solution? Alors, je l'ai évoqué pendant la grossesse, puisqu'on sait que c'est tout à fait possible et pas contre-indiqué pendant cette période-là. Mais bien sûr, alors, il n'y a pas d'études à ma connaissance spécifiques sur la migraine menstruelle et les TENS, mais de façon générale, il y a des essais thérapeutiques qui montrent certainement une tendance à l'amélioration chez certains patients avec les TENS. Donc oui, c'est tout à fait un traitement non médicamenteux qui peut être utilisé dans la migraine. Tout à fait. Après, si on a le temps, ça revient à la même chose que l'endométriose, et vous en avez déjà parlé un peu, mais je crois que ces personnes ont besoin d'une reconnaissance. Le SPOC, là, le syndrome d'ovaire polycystique, je vous laisse le dire. C'est une maladie méconnue et je pense que c'est bien aussi que les personnes, enfin tout le monde sache que ça existe, et leur problématique est compliquée parce que si je me rappelle bien, il y a aussi une problématique de variation du taux d'insuline dans leur pathologie. Oui, alors moi, je ne suis pas du tout la spécialiste du syndrome des ovaires polykystiques, très clairement. Donc, il y a des perturbations hormonales et qui peuvent
favoriser des crises de migraine plus sévères. Il y a aussi probablement en effet des troubles du métabolisme de façon générale et glucidique en particulier avec l'insuline, dont on sait que la résistance à l'insuline, c'est aussi un des éléments qu'on peut retrouver dans la migraine. Après, je n'irai pas plus loin sur le lien entre les deux. Je ne connais pas suffisamment bien cette pathologie et je ne suis pas du tout spécialiste, mais il y a des interactions et des terrains qui peuvent être communs à ces deux pathologies. Tout à fait. Alors, une personne évoque l'hypnose. Qu'en pensez-vous? Bon, c'est tout, ça fait partie des traitements non médicamenteux qui n'ont pas un très fort niveau de preuve dans la migraine, mais qui sont tout à fait intéressants dans beaucoup de pathologies douloureuses et qui marchent très très bien chez certains patients migraineux. Donc moi, j'encourage tout à fait cette méthode qui peut parfois être suffisante ou complémentaire d'une prise en charge médicamenteuse, mais à la fois de l'hypnose chez un thérapeute formé, mais l'apprentissage de séances d'auto-hypnose pendant les crises peut rendre un service important. D'accord. Une personne demande ce que vous entendez par traitement mini-prophylaxie. Donc oui, peut-être que je n'ai pas été suffisamment claire, mais en fait, la prophylaxie, ça veut dire traitement de fond, ça veut dire traitement préventif. C'est les traitements qu'on utilise pour diminuer la fréquence des crises de migraine. Et donc, mini-prophylaxie, c'est l'idée de prendre un traitement mais de fond, mais systématiquement sur quelques jours pour encadrer la période des règles et éviter la crise très importante à ce moment-là. Donc, je ne les ai pas détaillées, mais il y a plein d'études. Il y a des triptans qui se prennent matin et soir pendant 5 jours, en commençant 2 jours avant les règles, et qui ont montré par rapport au placebo une amélioration des crises menstruelles. C'est ça que j'appelle le mini-prophylaxie. C'est vraiment des traitements de fond au sens où ils sont pris systématiquement, qu'il y ait une crise ou pas, à un moment bien déterminé du cycle. Très sincèrement, c'est des choses qu'on retrouve et qui sont dans les recommandations. Moi, j'en ai vraiment très rarement l'usage parce que des patientes qui ont des crises qu'au moment des règles, finalement, c'est très minoritaire. Et donc, ce traitement mini-prophylactique, il va juste servir à gérer la crise de cette période du cycle et il ne réglera pas le problème des autres crises. Donc, on n'y a pas recours si souvent que ça. Il y a des inquiétudes autour de la préménopause et je vous avoue qu'on est beaucoup à avoir rêvé d'être soulagé à la ménopause. Finalement, on a quand même été très déçus du résultat pour la plupart. Et je pense aussi que beaucoup de médecins généralistes, voire de neurologues, ne connaissent pas trop cette réalité. Donc, on aimerait bien être éclairé sur la vraie vérité sur la ménopause et l'après-ménopause. La vérité, elle reste quand même qu'il y a moins de crises de migraine statistiquement après la ménopause, mais moi, je me méfie, je suis complètement d'accord avec vous, je me méfie beaucoup du message qui est véhiculé à beaucoup de femmes migraineuses, qui est de leur dire vous serez guérie après la ménopause. Moi, je reste toujours très prudente, je dis vous avez de l'espoir, en tout cas, d'être amélioré après la ménopause, mais c'est absolument pas une certitude. Et donc, il y a vous en témoignez, il y a des femmes qui ont autant, voire plus de crises de migraine après la ménopause. En tout cas, ce qui est vraiment quand même important à savoir, c'est quand la préménopause, juste avant, quand les hormones font vraiment le yo-yo et n'importe quoi, là, c'est quand même assez fréquent. On voit une aggravation et qui est transitoire. Et en général, c'est ce que je dis aux patientes, en général, c'est une aggravation avant une amélioration. Mais d'abord, l'amélioration ne veut pas dire que les crises disparaissent forcément complètement. Et il y a quand même beaucoup de patientes qui n'ont pas vu d'amélioration après la ménopause. Donc, si vous prenez 100 femmes migraineuses, la majorité vont quand même trouver une amélioration après la ménopause, mais à l'échelle individuelle, sur une personne donnée, il y a un degré d'incertitude important. Et donc, il faut éviter les messages qui sont quand même porteurs d'espoir, mais parfois de faux espoirs, de dire que vous allez être guéri quand vous serez ménopausé. Puis il y a des médecins qui ne croient pas la personne aussi, parce qu'eux aussi ont entendu ça et pour eux, ça leur semble invraisemblable. Une personne parle, si j'ai bien compris, d'une multiplication des auras au moment de la préménopause et dans notre communauté, on en a déjà entendu parler d'une aggravation des auras à ce moment-là. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous Oui, c'est certain que les variations hormonales
peuvent donner beaucoup d'aura, et c'est particulièrement, on voit ça pendant la période de la grossesse. Il y a vraiment des femmes migraineuses avec aura qui font des orages d'aura, avec des auras quotidiennes ou pluriquotidiennes. On en voit de temps en temps. Et c'est vrai qu'il y a un rôle direct des hormones sur l'endothélium, la paroi des vaisseaux du cerveau, et une interaction importante aussi entre les œstrogènes et le fonctionnement des neurones eux-mêmes. Et donc, on peut tout à fait voir plus d'aura pendant cette période de préménopause. Et puis, il y a une autre particularité qui est vraie chez les hommes comme chez les femmes, mais c'est que en avançant en âge, on peut avoir des migraines avec aura qui ne se manifestent plus que par des auras et sans forcément de céphalée et d'autres symptômes migraineux ensuite. Donc ça, c'est une autre chose qui est propre à l'avancée en âge, pas que aux hormones, vraisemblablement, mais chez des personnes de plus de 50 ans, on voit parfois apparaître des auras qui se répètent et sans aucune céphalée. Donc, en tout cas, l'aggravation pendant la préménopause des auras, c'est une réalité assez fréquente. Quelle possibilité pour les jeunes filles en période de préménopause? Alors, des jeunes filles en période de préménopause, ce serait vraiment bizarre. Non, pré-puberté. Alors, on imagine bien qu'elles ne sont pas réglées du jour au lendemain et qu'il y a quand même des petites étapes avant. Alors, quelle possibilité pour aider ces jeunes? En fait, on va pas du tout jouer à cet âge-là sur les traitements hormonaux. Donc, la migraine de l'enfant, c'est une prise en charge qui est un petit peu particulière, avec des crises qui sont le plus souvent de plus courte durée et qui répondent assez bien au sommeil. Hein. Donc, chez les petits enfants qui font des crises de migraine, on recommande surtout une grosse sieste et associée à du paracétamol éventuellement. Après, quand les jeunes filles avancent en âge et qu'elles commencent à approcher de l'adolescence, on utilise un peu plus les anti-inflammatoires. Mais tant qu'il n'y a pas de règles, au moment où c'est en train de se mettre en place, il n'y a pas d'intervention hormonale spécifique à ce moment-là. Et on laisse faire les choses et on traite les crises au coup par coup. Éventuellement, si vraiment il y a beaucoup de crises, ça peut être des traitements de fond qu'on donne avec beaucoup plus de précautions à cet âge-là. Mais il n'y a pas d'intervention hormonale particulière à l'âge prépubértaire, sauf pathologie spécifique, bien entendu. Une question très intéressante d'une maman qui a un bébé de 8 mois, qu'elle continue à accoucher, hein, à allaiter. Je commence à être fatiguée et la fréquence des crises a plus que doublé. Elle essaye de les traiter. Il faut un certain temps avant d'avoir un rendez-vous chez le neurologue et elle a un peu peur des conséquences pour le bébé, de la prise de triptan à répétition, de comment à la fois gérer son bébé, parce que ça, c'est du pratique, correctement, hein, parce qu'il faut être une maman, et puis comment se traiter, être en état de s'occuper du bébé, quoi. Alors, en général, les femmes qui allaitent, on dit que si elles ont été améliorées pendant la grossesse, l'amélioration se poursuit plus longtemps que chez les femmes qui ne font pas d'allaitement maternel, parce que finalement, les hormones restent un petit peu, pas tout à fait celle de la grossesse, mais un peu quand même. Donc, normalement, l'ambiance hormonale, on va dire, d'un allaitement maternel est plutôt protectrice de la migraine. Néanmoins, il y a vraiment très fréquemment une recrudescence des crises en postpartum, à la fois par la chute des hormones, la fatigue, les nuits hachées, le bruit, le stress, le moral qui peut être un peu difficile. Enfin, tout le cocktail est quand même réuni pour favoriser les crises de migraine. Donc, même si l'allaitement est plutôt protecteur, il ne suffit pas toujours. Donc, il faut les anti-inflammatoires, en particulier l'ibuprofène, sont autorisés pendant l'allaitement. Les triptans éventuellement avec une certaine prudence, et puis certains traitements de fond, là aussi bêta-bloquants et amitriptyline peuvent être proposés, peuvent être poursuivis ou donnés pendant sans dommage pour l'enfant pendant l'allaitement, mais beaucoup de traitements sont contre-indiqués. Donc voilà, c'est parfois une discussion un petit peu Question pratique, donc, oui. Compte tenu du délai d'obtention d'un rendez-vous chez le neurologue qui se comprend tout à fait, est-ce que le généraliste pourrait gérer ce type de situation? Bien sûr, normalement, si vous voulez un traitement de crise et un traitement de fond de première intention chez un migraineux, c'est tout à fait gérable par un généraliste. Et c'est comme ça, à mon avis, que ça devrait être.
la prescription d'un traitement anti-migraineux de crise bien adapté et d'un traitement de fond de première ligne, bêta-bloquant par exemple, c'est tout à fait le ressort du généraliste. Mais ce qui est important, c'est peut-être de redire que quand on est suivi par son généraliste pour d'autres choses, qu'on nous voit, on ne peut pas lui parler en 5 minutes à la fin de... Et ça, les généralistes le disent parfois, en 5 minutes avant la fin de la consulte, au fait, j'ai mal à la tête. Je crois qu'il faut vraiment se discipliner, entre guillemets, et prendre une consultation dédiée pour avoir le temps de parler de sa migraine. Et bien sûr, il n'y a pas besoin d'être neurologue pour prescrire un traitement de fond de la migraine. Quand il y a une migraine qui est particulièrement sévère, qui a été réfractaire à d'autres traitements, bien sûr, c'est différent. Mais sur une première intention, il faut commencer par une consultation chez le généraliste, mais qui est une consultation dédiée pour qu'il ait le temps d'interroger et de prescrire le traitement qui sera le plus adapté. Alors, une personne parle de sa jeune fille de 14 ans, qui est migraineuse depuis le début de ses règles, ce qui est assez classique, avec un fort mal aux yeux. Faudrait-il la mettre sous pilule? Une question qui se peut. C'est une des options. Il faut commencer, comme je le disais, par lui prescrire un traitement de crise et voir si un anti-inflammatoire au début de sa crise suffit à la faire passer. Et puis, si ce n'est pas le cas, ça peut être une indication, même s'il n'y a pas de souhait de contraception, une pilule en continu, ça peut parfois être une indication lorsque c'est difficile à gérer autrement. Tout à fait. Alors, une personne s'inquiète de la prise d'aspirine pendant les règles. Elle se pose la question d'une interaction avec le flux menstruel. Elle a l'impression que les douleurs augmentent quand elle prend de l'aspirine sur quelques jours avant les règles. Normalement, les douleurs devraient plutôt être améliorées puisque l'aspirine à forte dose, ça a un rôle antalgique aussi. Après, c'est vrai que l'aspirine est un fluidifiant du sang, mais aux doses, on va dire que quand il est donné à petite dose, il est très fluidifiant du sang et peu anti-inflammatoire. Et aux doses où on l'utilise dans la migraine, donc entre 500 et 1000 mg, il est plutôt très anti-inflammatoire et moins fluidifiant du sang. Donc, mais pas, il agit quand même un petit peu et il peut augmenter un petit peu l'abondance des règles, ça c'est vrai. Normalement, la douleur, non, plutôt être censé plutôt améliorer la douleur, y compris la douleur de règles, aussi par son effet anti-inflammatoire, mais par contre que le flux soit un peu plus abondant sous aspirine, c'est possible. Alors, il y a une personne qui demande le calendrier que vous avez présenté. Donc, le calendrier que j'ai utilisé là, je vous l'ai piqué, hein, c'est celui de l'association de la Voix des migraineux. Donc je vous en redonne tout le mérite. Très honnêtement, vous en avez de différentes formes, des calendriers. C'est, à mon avis, assez facile à trouver si vous tapez agenda migraine sur Google ou sur un de ces moteurs de recherche concurrents. Vous en trouvez assez facilement. Il y en a sous forme d'applications numériques aussi. Moi, je vais me permettre de faire de la publicité pour Apomigraine, qui est partenaire de l'association. L'application a été développée avec plusieurs neurologues du SFMEC et des patients. Donc, elle est sûre et c'est une application, la seule qui a été développée en France. Oui, tout à fait. C'est une excellente application, en effet, qui permet qui a fait l'objet de discussions entre patients et neurologues, et donc il y a l'avantage de répondre à la fois aux besoins des patients et aux questions que se pose le neurologue à la consultation. Donc c'est tout à fait parmi les différentes applications, l'application Apomigraine est tout à fait à encourager et à télécharger sur vos smartphones si vous préférez le format électronique. Sinon, vous pouvez demander on continue à nous en consultation à donner des formats papier. Enfin, en tout cas, vous trouvez. On peut le télécharger sur le site. Hein. C'est un document téléchargeable. Apparemment. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc, mais je vous encourage, si vous êtes en cours de prise en charge de votre migraine et que les choses ne sont pas calées, à remplir un agenda pendant quelques mois. C'est de toute façon fondamental pour le médecin qui vous recevra en consultation et puis même pour les patients, pour en discuter avec eux. Finalement, parfois, il y a beaucoup plus de crises que ce qu'ils pensaient ou inversement, on se rend compte que c'est plutôt la durée des crises qui est problématique que leur fréquence. Enfin, ça permet de renseigner à la fois la fréquence des crises, leur sévérité et d'évaluer la consommation de traitement
puisqu'on note sur ces calendriers qu'est-ce qu'on a pris pour traiter sa crise. Et donc, c'est vraiment très, très important pour la prise en charge et le suivi de la migraine. Alors, il y a une question, je pense que c'est plutôt un gynécologue qui doit répondre, mais la personne voit ses crises s'aggraver depuis 3 ans, elle a 42 ans et elle s'interroge si ce serait déjà une préménopause précoce. Après, effectivement, tu sors un peu de mon champ de compétences. S'il n'y a absolument pas de signes gynécologiques par ailleurs, de modification des cycles, d'espacement, etc., c'est probablement une aggravation qui est liée à autre chose qu'aux hormones. 42 ans, c'est possible, mais c'est effectivement une ménopause précoce dans ce cas-là, qui n'est pas une ménopause physiologique. Donc, si c'est le seul point d'appel pour penser à une préménopause, c'est probablement autre chose. Il y a malheureusement 1000 autres raisons d'aggraver sa migraine que la ménopause ou les perturbations hormonales. Donc, voilà, s'il n'y a pas de modification du cycle et de point d'appel gynécologique par ailleurs, je pense que c'est autre chose. Une personne souhaite arrêter la pilule en continu, elle a peur des conséquences sur ses crises. Est-ce que vous auriez des conseils à lui donner pour manager cette situation? En fait, je ne vais pas être de très bons conseils parce qu'il faut essayer et voir ce qui se passe. Et on ne peut pas vraiment savoir. Encore une fois, il y a des patientes qui sont très améliorées quand elles arrêtent la pilule, au contraire très aggravées, ou beaucoup chez qui ça ne change rien du tout. Donc, si on a le souhait d'arrêter pour une raison autre que la migraine, voilà, il est difficile de prédire comment ça va évoluer. Il n'y a pas de conseil particulier, si ce n'est d'arrêter, de voir comment ça se passe et s'il y a une aggravation, de réévaluer la pertinence de mettre autre chose. Mais il y a un petit côté très individuel qui fait qu'on ne peut pas dire à l'avance chez une personne quelle va être l'évolution à ce moment-là. Ce n'est pas vraiment une question, mais c'est important de revenir dessus. Une personne pose la question sur le valproate de sodium. J'ai l'impression que c'est mal écrit. Et je pense qu'on peut revenir un peu sur le topiramate parce que c'est très important. Oui. Je n'ai pas voulu détailler parce que c'est un petit peu long, mais ces médicaments, le valproate de sodium, qui est la dépakine, et le topiramate, l'Epitomax, sont des traitements qui sont efficaces dans la migraine, avec un haut niveau de preuve. Donc, le topiramate, il a ce qu'on appelle l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché pour la migraine, ce qu'on appelle valproate de sodium. Mais ces deux molécules sont extrêmement dangereuses vis-à-vis du fœtus quand on les prend pendant la grossesse. Donc, on sait depuis très longtemps que ça donne des malformations, mais ça a été redémontré là récemment, notamment avec le topiramate, où il y a un taux alors soit de malformations physiques, soit de troubles neurodéveloppementaux, avec un risque qui est à peu près de 8 à 10% chez les femmes qui prennent, pour les bébés de femmes qui prennent du topiramate, donc c'est un risque extrêmement élevé. Donc ces traitements sont absolument déconseillés et interdits pendant la grossesse, et il faut les arrêter avant d'arrêter sa contraception idéalement. C'est en ça que je parlais d'anticiper les choses. Donc, lorsqu'on est une femme en âge de procréer, j'aime pas trop ce terme, mais c'est le terme validé, désormais, si on doit être mis sous topiramate, c'est qu'on signe un accord de soins où le neurologue dit qu'il a informé la patiente des risques en cas de grossesse et qu'il n'y a pas d'autre alternative satisfaisante pour traiter la migraine. Et c'est que dans ce cas-là, donc le neurologue remplit et signe un accord de soins. La patiente remplit également un autre feuillet de l'accord de soins et le signe, et elle pourra se rendre à la pharmacie avec cet accord de soins pour se procurer le médicament. Mais globalement, il faut éviter ce traitement pendant la période d'âge de procréer, ou alors il faut avoir une contraception efficace, bien entendu. Mais il y a un gros point de vigilance, et débuter une grossesse sous topiramate et prendre du topiramate pendant une grossesse, c'est extrêmement risqué pour le développement du fœtus, et c'est vrai avec la dépakine, bien entendu, aussi. C'est quand même assez exceptionnel, mais je pense qu'il fallait prévenir les patientes. Globalement, vous nous avez apporté beaucoup de réponses. Il reste encore beaucoup de questions. Ça démontre le besoin d'information. Donc, on va vous remercier et au nom de la communauté. Je vous souhaite une bonne journée à tous et encore un grand merci, docteur. Merci à vous pour ce temps d'échange très intéressant, et puis j'espère que ça permet de répondre à quelques questions.